Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 28 août au 4 septembre 2026, la troisième phase de la deuxième lune d'été nord hiver sud. C'est donc de la pleine lune le 28 août, donc le vendredi 28 août à 6h18 au dernier quartier le vendredi 4 septembre à 9h50. C'est donc la lune est gibbeuse décroissante. Elle va se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit, culminer de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se coucher de plus en plus tard dans la matinée. Ainsi, en la voyant en fin de nuit et dans la matinée, vous pourrez savoir qu'elle est décroissante. Vous le savez. Alors, cette pleine lune, le 28 août, est l'occasion d'une éclipse partielle très prononcée de lune qui sera pour la France métropolitaine visible juste avant le coucher de la lune et lever du soleil, donc en fin de nuit. Donc, de même que l'éclipse de soleil avait eu lieu au coucher du soleil juste avant, l'éclipse de lune qui lui succède logiquement. À la nouvelle lune, on a une éclipse de soleil. À la pleine lune, on a une éclipse de lune, ou c'est l'éclipse de lune en premier. Mais il y a toujours à la nouvelle lune, éclipse de soleil, à la pleine lune, éclipse de lune, comme quand nous sommes dans une saison d'éclipse, c'est-à-dire tous les 5 mois et demi. Alors, on ne voit pas toutes les éclipses, hein. Mais là, on aura pu assister à une partielle à la totale de soleil, mais partiellement, et à l'éclipse partielle très prononcée de lune, donc, qui va se produire en fin de nuit du 27 au 28 août pour nous, en France métropolitaine. Donc, si vous nous regardez d'ailleurs, vous avez d'autres horaires. Si vous êtes du côté des Amériques, vous allez pouvoir en profiter pleinement. Mais voilà, ben, faites-nous en part dans les commentaires. Ce sera super. Et donc, ben voilà, je suis donc Claire Orion, j'ai oublié de me présenter, mais ceux qui me connaissent déjà, mais c'est pour les autres. Donc, chroniqueuse astronomique qui vous emmène de semaine en semaine, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas dans le ciel, bien entendu, car nous avons les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Et c'est avec cette joie que je partage chaque semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, le bulletin astronomique. Donc, nous commençons par aller voir la fiche résumée des événements pour se recaler un petit peu. Ensuite, nous irons sur Stellarium visionner, comme si on y était les pieds sur terre, ce qu'on peut voir et aussi voir des choses qu'on ne peut pas voir. Et puis, je finirai par une actualité spatiale et astronautique assez chargée, d'autant que la semaine dernière, je n'avais pas eu le temps de m'en occuper. Et quelques photos. Merci donc pour vos likes, vos commentaires et vos partages. N'hésitez pas justement à mettre vos commentaires, vos questions et à vous inscrire pour le direct, hein. Ça peut être sympa de partager ce moment directement ensemble. Alors, pour ce qui est de partage, j'y vais sur la fiche. Donc, résumé des événements de la semaine que vous pouvez trouver dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez sur le lien, vous arrivez dans l'article et tout de suite en haut de l'article, ça vous propose de télécharger la fiche. Donc le résumé de cette semaine, donc troisième phase de la deuxième lune d'été nord hiver sud. Je peux peut-être vous donner un aperçu complet de la fiche. Affichage sur une seule page, oui. Bon, je vous la montre entier. Voilà le haut, voilà le bas. Voilà, tout ce que je ne peux pas mettre dans la chronologie. La partie en haut, c'est la chronologie. Donc, à part en bleu, c'est tout ce qui se passe dans le plan héliocentrique, enfin du point de vue héliocentrique, donc du Soleil. Donc, je le traite, je le résumerai en dernier. En rose, en marron, en noir et en gris et en vert, c'est ce qui se passe du point de vue géocentrique. Alors, en marron, c'est dans le plan équatorial. Les autres couleurs, c'est dans le plan écliptique. Et voilà, donc rentrer un peu dedans pour petit à petit, de mieux en mieux, comprendre de quoi je parle. En tout cas, on commence par la pleine lune, avec cette éclipse partielle de lune à 97%, donc la lune entre très profondément dans l'ombre de la Terre,
et donc elle va bien visible aux Amériques et un petit peu pour l'ouest de l'Europe et l'Afrique, mais en toute fin de nuit. La pleine lune se produit donc dans le troisième degré du signe des Poissons pour la lune et de la Vierge pour le soleil, la lune étant devant la constellation du Verseau, le soleil celle du Lion. Cette lune, alors elle est passée à son nœud ascendant juste avant, faut forcément voilà, le 27 août à 20h47, elle est passée à son nœud ascendant. Il faut forcément que la Lune soit proche de l'un de ses nœuds, c'est-à-dire dans le même plan que le Soleil-Terre, pour qu'il y ait lieu à une éclipse, ce qui est forcément le cas. Donc là, elle passe à son nœud ascendant la veille, quelques heures plus tôt, quoi. Donc c'était 20 heures, ça fait 4 heures, ça fait 10 heures plus tôt. Pour la pleine lune, pour l'éclipse totale de soleil, excusez-moi, elle est passée à son nœud descendant. Donc, du coup, le lendemain, le 13, voilà. Euh, donc, dans l'orbe qui convient pour que la lune puisse, suffisamment proche de l'événement nouvelle lune pour l'éclipse de soleil ou pleine lune pour l'éclipse de lune, pour que l'événement puisse avoir lieu. Donc, on retrouvera une saison d'éclipse dans 5 mois et demi. C'est le rythme. Alors, cette lune, cette semaine, donc le dimanche 30 août, elle entre dans le signe. Ah bah non, avant, elle, elle passe en déclinaison nord. Samedi 29 à 19h13, elle est donc montante en déclinaison. Cette semaine, elle monte en déclinaison jusqu'au 5 septembre. Elle entre dans le signe du Bélier dimanche 30 à 4h07. Elle est conjointe à Neptune dans le cinquième degré du signe du Bélier dimanche 30 à 11h19. Lundi 31, 5h17, elle est conjointe à Saturne, qui est dans le 14e degré du signe du Bélier. Elle entre dans le signe du Taureau mardi 1er septembre à 10h01. Elle continue de monter en déclinaison et sort des limites zodiacales jeudi 3 septembre à 0h55. Elle atteindra sa déclinaison maximale le 5 septembre et reste hors limite zodiacale jusqu'au 7 septembre 14h32. Elle atteint sa latitude maximale, donc là c'est par rapport au plan de l'écliptique, hein. Quand c'est en marron, c'est par rapport au plan de l'équateur, c'est-à-dire le plan de l'équateur terrestre, prolongé dans l'espace, et les astres qui se projettent par rapport à ce plan. Tandis que quand c'est en noir, c'est dans le plan écliptique, il s'agit de sa latitude par rapport au plan écliptique, c'est-à-dire le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. La Lune l'orbite de la Lune est inclinée de 5 degrés sur le plan de l'écliptique. Donc là, elle atteint sa latitude nord maximale, ce qui va lui donner sa libration minimale en latitude. Voilà, le 3 septembre, c'est que elle nous montre un maximum de nord, donc on voit un maximum. Enfin, elle relève, elle est au-dessus, donc on voit un maximum de sud, et quand elle est en dessous, on voit un maximum de nord de la Lune. Donc elle atteint sa latitude maximale le jeudi 3, 13h24, ce qu'on appelle les ailes du dragon. J'ai oublié de le marquer là-dessus cette fois-ci, mais ce n'est pas très grave. Et donc à partir de là, elle descend en latitude écliptique. Toujours jeudi 3, 13h47, elle entre dans le signe des Gémeaux. Et comme toujours, elle est conjointe aux Pléiades, puisque les Pléiades marquent de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe des Gémeaux. Et puis, ce même jeudi 3 septembre, à 23h26, elle est conjointe à Uranus, la planète Uranus qui se trouve juste en dessous des Pléiades. Et elle est à son dernier quartier, donc vendredi 4 septembre à 9h50. Ah non, avant, elle est conjointe à Aldébaran à 7h03, l'étoile alpha du taureau, donc elle est 10 degrés au-dessus de l'étoile, mais on a un magnifique tableau qu'on va voir. Lune, Pléiade, Uranus, Aldébaran. Bon, Uranus, vous prendrez des jumelles avec une grosse lune. C'est peut-être pas le moment de la trouver facilement, mais voilà, on a tout ce petit monde dans le même coin et notre donc dernier quartier de lune à 9h50. Le vendredi 4, un dernier quartier qui se lève au milieu de la nuit, bien sûr, culmine en début de matinée et se couche dans l'après-midi. Donc à part ça, nous avons du côté des planètes
Mars qui rentre dans les limites zodiacales nord, car Mars était sorti des limites zodiacales nord depuis le 2 août, a atteint son maximum de déclinaison le 15 août, de quelques minutes par rapport à la limite zodiacale qui est de 23 degrés 26 minutes, puisque c'est la déclinaison maximale qu'atteint le Soleil au solstice. Et donc voilà, Mars va repartir en descendant en déclinaison. Et nous avons Vénus qui, cette semaine, est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge. Alors, Vénus est de plus en plus difficile à voir. Là, ça va devenir, c'est la fin de toute fin. Il vous faut un très bel horizon bien dégagé à l'ouest-sud-ouest. Et Spica n'est plus visible. Elle brille 170 fois moins que Vénus. Donc, c'est un tableau très, très, très délicat à repérer le 2 au soir, ou le 1er septembre au soir. 1er septembre, Vénus sera à droite de Spica, 2 septembre, Vénus sera à gauche de Spica. Mais on voit plus Spica quand on arrive à début septembre. Spica ou l'épi de la Vierge, qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes. Non, 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 pas le 11e degré du signe des Gémeaux, mon Dieu. L'erreur que j'ai pas corrigée. Évidemment, vous pensez bien que j'avance avec des copier-coller, donc après je corrige ce qu'il faut corriger, ben là je l'ai oublié. C'est le 25e degré du signe de la balance. Spica, donc évidemment, je vais corriger ça avant de publier la fiche. Merci d'être là parce que en relisant avec vous, ben, je vois les erreurs. Mais vous en verrez peut-être et n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et parfois, c'est des énormes, genre pleine lune au lieu de nouvelle lune ou des trucs comme ça. Je continue avec les planètes, donc dans le plan en géocentrique pour commencer. Donc nous avons Vénus conjointe à Spica mardi de septembre. Donc ensuite mercredi de septembre. Ce jour-là, Mercure est également à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre. Elle était en conjonction supérieure le 27 août, c'est-à-dire de l'autre côté du Soleil, ou pleine Mercure. Donc alignement Terre, Soleil, Mercure, Mercure étant au-dessus ou en dessous en latitude, en l'occurrence en dessous en latitude sud, ce qui n'avantage pas, ce qui fait que de toute façon on la voit pas, évidemment, parce que là elle est en conjonction, mais en plus elle va être très difficile à voir toute cette période où elle va donc être dans le ciel du soir, et on va pas la voir. Et nous avons, bah, c'est tout pour les planètes. Et donc en héliocentrique, Vénus entre dans le signe du Verseau vendredi 28 à 1h58. Elle est conjointe à Pluton qui est en ce moment dans le 5e degré du signe du Verseau en héliocentrique. Donc dimanche 30 août à 21h21, Vénus conjoint Pluton en héliocentrique. Mercredi 2 septembre à 14h15, Mercure entre dans le signe de la Balance en héliocentrique. Et vendredi 4 septembre à 14h43, Vénus est à l'aphélie, c'est-à-dire au plus loin du Soleil. Donc, vous savez que les orbites des planètes ne sont pas rondes mais elliptiques. Celle de Vénus est particulièrement peu elliptique, elle est particulièrement ronde, mais elle est quand même un tout petit peu elliptique. Et donc elle varie entre 0,728 unités astronomiques, c'est-à-dire distance moyenne Terre-Soleil, donc 0,728 distance Terre-Soleil, à l'aphélie, à 0,718 au périhélie. Voilà, ouais, ce prochain périhélie, le 25 décembre, précédent le 15 mai. Et elle est actuellement géocentrique dans le 26e degré du signe de la Balance, alors qu'en héliocentrique, c'est toujours dans le 12e degré du signe du Verseau qu'elle est à son aphélie. Voilà pour tous les petits détails de cette période. Donc voilà, le soleil se couche de plus en plus, se lève de plus en plus tard, se couche de plus en plus tôt, bien sûr. Sa course se rétrécit, mais les jours sont encore plus longs que les nuits dans l'hémisphère nord. Les librations de la Lune, alors d'abord la Lune devant les constellations, elle passe donc des constellations du Verseau à celles du Taureau. Les librations de la Lune, donc minimale en longitude, le 30 août, et alors en cette période où la Lune est décroissante, à partir de la pleine Lune jusqu'à la nouvelle Lune, nous pouvons assister au coucher du Soleil sur la Lune. Alors bon, bah, les moments particuliers où elle atteint ses librations, minimales ou maximales,
Je les note ici et on en profite pour voir un petit peu les éclairages particuliers sur des formations lunaires. Donc là, cette semaine, à l'honneur, les couples de cratères Atlas et Hercule, sur lesquels le soleil se couche le 30 août, à regarder vers 22 heures, il faut que la lune soit levée. Et minimale en latitude le 3 septembre à 8h30, donc à regarder en fin de nuit avant le jour. On assistera au coucher du soleil sur le duo de cratères. La paire de cratères, j'ai dit un trio tout à l'heure, non, une paire ou un duo de cratères, Atlas et Hercule, et l'autre duo de cratères, Aristillus et Autolycus, qui se trouve à peu près au milieu de la mer des pluies. Et puis je nous vous note les occultations d'étoiles par la Lune que l'on peut observer avec des jumelles ou un petit télescope, donc où l'on voit donc cette semaine l'étoile que la Lune cache en passant devant. C'est intéressant de remarquer sa réapparition puisqu'elle réapparaît du côté nuit de la Lune. Donc on a la partie éclairée de la Lune, la partie sombre et paf, l'étoile qui réapparaît. Donc ça, c'est très sympa. Et c'est pas très compliqué comme observation. Il suffit d'y être à la bonne heure. Avec des jumelles, des bonnes jumelles, ça suffit pour des étoiles de magnitude 6. Voilà, ça compense ce que notre œil ne peut pas voir dans le ciel trop sale. Et souvent, même ces temps-ci, il est particulièrement sale, le ciel, c'est quelque chose de terrible. Donc les planètes, nous avons Mercure le soir, mais totalement invisible, et je vous ai dit qu'elle allait rester invisible pratiquement tout le mois d'octobre, hein. Elle atteindra son élongation ouest maximale au mois d'octobre. Je ne sais plus quel jour. Je vous le redirai la semaine prochaine. Bon, de toute façon, on la verra pas. Et Vénus qui est de moins en moins visible, qui se couche de plus en plus vite après le Soleil, qui est donc de plus en plus bas, quoique toujours brillante. Tant qu'elle est là, on la verra. Mais ça va être de plus en plus difficile. Nous avons en revanche Neptune qui se lève de plus en plus tôt, 21h25 pour notre localisation. Vous ajoutez, c'est plutôt pour vous si vous êtes plus à l'est et plus tard si vous êtes plus à l'ouest. Nous avons juste après, bien sûr, Saturne qui se lève aux alentours de 21h55. Nous avons Uranus, l'inclinaison des anneaux de Saturne change légèrement au cours du mois. Donc, il commence à diminuer un petit peu. Je compléterai. Je note. J'ai oublié de le reporter. Nous avons Uranus qui se lève maintenant avant minuit, enfin autour de minuit cette semaine, de plus en plus tôt. Nous avons Mars qui est dans la constellation des Gémeaux et qui se lève aux alentours de 2h25, donc de plus en plus tôt, mais de peu chaque semaine, 5-10 minutes, pas plus. Et puis Jupiter qui, elle, se lève pratiquement 20 à 30 minutes plus tôt de semaine en semaine et qui se lève déjà vers 5 heures du matin. Donc, ciel du matin, Jupiter maintenant, qui sera tout de suite bien visible, tandis que Vénus disparaît dans le ciel du soir. Nous avons opposé au Soleil cette semaine, le 28, les petites planètes, le 28 août Métis, le 29 août 5 Astraea, et le 29 août encore, 1021 Flammarion, très certainement en l'honneur de Camille Flammarion, on s'en doute. Et la Lune est conjointe le 31 août à la petite planète Pallas et le 1er septembre à la petite planète Vesta, qui est d'une magnitude abordable avec des jumelles. Magnitude 7, c'est la plus brillante des petites planètes. Elle rivalise entre Uranus et Neptune. Bon, voilà, voilà, voilà. Alors, on va tout de suite. Et puis, les étoiles filantes, les Origides, donc dont le radiant se situe dans la constellation du Cocher, qui ont leur maximum le 1er septembre. Et puis encore, il y a les Iota Aquarides Nord, les Eta Eridani dans toute fin de nuit, dans l'Éridan qui est en dessous de Orion, donc c'est vraiment fin de nuit. Et puis les Epsilon Perséides de septembre. Nous avons l'étoile Régulus qui est dans le champ du coronographe Lascaux C3 du 15 au 31 août, donc qui en sort le 31 août. Régulus réapparaîtra en toute fin de nuit dans quelques temps, à partir de maintenant. Donc on la voit plus du tout, bien sûr, dans le ciel. Et maintenant,
Elle passe de l'autre côté du soleil. Enfin, le soleil passe de l'autre côté de l'étoile, pour être plus juste. Et nous avons toujours Mercure qui s'y trouve jusqu'au 5 septembre. Et puis l'équation de temps qui est nulle le 1er septembre à 14 heures, comme chaque année, avec la durée du jour qui se décale vers le matin jusqu'au 2 ou 3 novembre. Allons maintenant sur Stellarium pour se préparer d'abord à voir cette nuit de pleine lune et s'achève en France métropolitaine par une éclipse. Pour d'autres, aux Amériques, ce sera au milieu de la nuit. Voilà ce qui sera sympathique. Donc, je vais avancer. Là, je suis à l'heure où j'enregistre. Et voilà notre soleil en fin de journée qui va se coucher tout près de l'ouest maintenant, de plus en plus près de l'ouest, puisque nous approchons de l'équinoxe qui aura lieu le 22 septembre. Donc chaque jour, il se couche un peu plus près de l'ouest, et le jour de l'équinoxe, il se couchera pile à l'ouest, et de même qu'il se lèvera pile à l'est, montera à culminera à la hauteur, sa hauteur moyenne qui est en fait 90 degrés, la latitude du pôle, moins la latitude euh, locale. Donc si c'est 45 degrés, ça fait 45. Si la latitude locale, c'est 46 degrés, la hauteur du soleil est de 44 degrés le jour des équinoxes, quand il culmine. Si la, si la latitude du lieu est 49 degrés comme Paris, la hauteur du soleil le jour des équinoxes quand il culmine est de 41 degrés. Ce qui fait que à l'équateur, elle est de 90 degrés. Il passe au zénith à l'équateur le jour des équinoxes. Donc nous sommes dans le mois où nous nous préparons à être à l'équinoxe, n'est-ce pas? Alors, cette nuit du 27 au 28 août, donc on va chercher la lune qui va se lever pile à l'opposé du soleil, puisque nous arrivons à la pleine lune qui a lieu à 6h15 du matin, donc on va se lever encore un petit peu avant le soleil, avant le coucher du soleil, je veux dire, normalement, sauf sa latitude qui fait varier. Donc elle est en latitude sud, vous voyez, en dessous du plan de l'écliptique, et voilà. Donc elle se lève, la lune, à 20h22 pour un soleil qui, lui, se couche à 20h23, donc c'est simultané. Alors vous avez déjà un lever de lune simultané au coucher du soleil. Pile à l'opposé, bien entendu. C'est le principe. Enfin, presque pile. Fonction de la lune, de sa latitude justement de la lune. Donc si je grossis, on voit qu'elle est bientôt pleine. Le soleil finit de se lever de ce côté et après il va commencer à se coucher de celui-là. Donc la pleine lune est éblouissante, bien entendu. Là, il fait pas encore nuit. Voilà, on va la suivre dans la nuit. Elle est donc devant la constellation du Verseau, dont elle éteint toutes les étoiles, bien entendu, ainsi que celle du Capricorne. Donc, comme étoile, on apercevra Faux-Maillot, là, quand elle va être levée. Voilà, il est déjà 22h38, là, sur ce ciel, et Saturne est déjà levé. À de 22h, Saturne se lève. Voilà, là, c'est le 27 août, hein. Donc, on suit la pleine lune. Voilà, ici, Faux-Maillot du Poisson austral, qui est juste sous la Lune et qu'on pourra remarquer. Voilà, mais je reviens sur ma Lune, enfin presque juste au-dessous. En tout cas, elle passe au méridien à la minuit. Faux-Maillot, c'est ce moment-là. Voilà, puisqu'il est 1h38. Je ne sais plus quel jour exactement, mais elle passe au méridien à la minuit cette semaine. Et donc notre Lune culmine à 2h25 le 8, à une hauteur de 36 degrés, je crois. Les pleines lunes depuis le mois de juillet culminent de plus en plus haut, jusqu'au mois de décembre. Celle de décembre, janvier culmine le plus haut de l'année, de pleine lune. Donc voilà, et on suit notre pleine lune ensuite qui va se coucher, et c'est là que ça va devenir intéressant, la toute fin de nuit. En toute fin de nuit, mince, non, pas trop vite. Là, je vais grossir pour qu'on puisse remarquer la lune qui rentre dans l'ombre de la Terre. C'est commencé là l'éclipse, vous voyez. Donc, début de l'éclipse, vous avez tous les horaires dans l'article, hein. Donc là, 4h33.
Voilà, la Lune commence à entrer dans le cône d'ombre de la Terre. Elle va pas y pénétrer complètement. Il y a 3% qui vont rester dans le cône de pénombre. Voilà, mais jusque-là, ça s'assombrit, 5h48, donc c'est 6h12, l'heure du maximum de cette éclipse de lune. Voilà, au maximum, ça donne ça. Il y a donc une petite partie de la lune qui reste éclairée par la pénombre, enfin qui est donc plus lumineuse que le reste. Là, il y a une petite étoile juste à côté, là, qu'on ne verra pas. En revanche, je vous ai marqué les étoiles qu'on peut occulter par la lune, qu'on peut suivre. Voilà, ça nous fait une belle jambe. Ah bah si, remarque, parce qu'on peut marquer, on peut regarder sa magnitude. Peut-être que justement, la lune étant dans l'ombre, on remarquera l'étoile de magnitude 7. Il vous faudra des jumelles. Bon, bref, c'est pas important. Donc, on a notre lune éclipsée, un maximum à 6h12. Et puis, évidemment, je la remets au milieu, excusez-moi. Et puis, évidemment, le jour commence à se lever au fur et à mesure que la lune sort de l'ombre. Voilà, donc on n'assistera pas à la fin de l'éclipse, de même qu'on n'a pas assisté à la fin de l'éclipse de soleil, mais le maximum était passé. Ben là, il en sera autant. C'est sur le matin, puisque c'est au coucher de la lune. Donc après ça, ben, nous allons la suivre de nuit en nuit, avec les compagnies qu'elle va avoir. Donc on va la guetter. On va se remettre à l'est et on va la guetter le 28 au soir. La voilà, donc elle se lève bien sûr plus tard que la veille, une fois que le soleil est couché. Elle a avancé devant la constellation du Verseau. Voilà, on va prendre une heure de plus et on va la voir. Donc on en profite pour regarder le ciel, hein, n'est-ce pas? Là, il est 22 heures. Donc à 22 heures, donc encore un début de nuit. Vous avez, puisque nous sommes à l'est, le grand carré de Pégase. Vous avez Pégase et Andromède qui se lèvent et les poissons en dessous. Vous avez le Verseau et le Capricorne au sud-est. Vous avez au sud qui culmine le Sagittaire, avec, bon, bah, pas de voie lactée, puisque là on est en pleine lune. Le Sagittaire culmine, le Scorpion est sur le couchant, avec l'étoile Antares du Scorpion. Au-dessus, bien sûr, le Serpentaire. Là, dans le prolongement des antennes du Scorpion, les deux étoiles de la Balance. Et puis la Vierge qui se couche avec Spica. Alors, revenons un petit peu plus tôt dans la nuit, voir si on voit encore un peu Vénus. Oui, voyez, Vénus au ras des pâquerettes. Ici, Spica. Les deux vont être conjointes le 2. Mais voyez, ce sera délicat. Je vais aller chercher un horizon océan pour voir ça. Il vous faudra un horizon parfaitement dégagé. Donc, on va se mettre le 2 puisque c'est le jour de la conjonction, enfin entre le 1 et le 2. Voilà. Donc, je grossis pour qu'on voit un petit peu. Mais voyez, comme ça sera délicat à observer, sachant que Vénus brille quand même 170 fois plus que l'étoile Spica de la Vierge. Après, on peut dire aussi adieu à Vénus, ça va vraiment être difficile à voir. Et donc voilà, donc je suis revenu à 21h30, dirons-nous, et nous sommes maintenant le 2 septembre. Bon, alors on va retrouver la Lune, mais on fait un petit tour par le nord. Au nord, donc 21h30, on voit la Grande Ourse, là, ça y est, l'arc formé par la queue de l'ours qui se prolonge sur Arcturus du Bouvier, et donc Spica de la Vierge qui est en train de se coucher. Donc au nord, en début de nuit, c'est le dragon et la petite ours qui sont dressés vers le haut, la grande ours qui descend et Cassiopée qui monte. Et donc nous nous retrouvons vers l'est, mais 2 jours plus tard que tout à l'heure. Bien sûr, au sommet du ciel, d'abord le grand triangle de l'été, Vega qui est pratiquement au zénith en début de nuit, Deneb du cygne et Altaïr de l'aigle qui maintenant basculent, sont, sont tout en haut, non, ils sont encore du côté de l'est en début de nuit. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Alors, on va attendre un peu plus tard pour voir la lune se lever. Et
Et on va revenir 2 jours en arrière pour la voir dans sa conjonction à Neptune d'abord. Donc le jour où elle est conjointe à Neptune, bien sûr, là on voit pas Neptune. Neptune va-t-elle apparaître quand même? C'est même pas dit. Je vais, je- Faut que je trouve une astuce pour la trouver. Ah ouais, voilà, elle est là. Parce que la fonction sans activer la fonction recherche. Voici donc 22h30 le 29 août, la lune donc gibbeuse décroissante, elle est un petit peu grignotée à droite, donc du côté de son est, et le jour s'y couche. Donc le 29 au soir, elle est à droite de Neptune. Le 30 au soir, elle est à gauche de Neptune et juste au-dessus de Saturne. Bien sûr, elle a un petit peu diminué par rapport à la veille. Donc voilà pour sa conjonction à Neptune et à Saturne, donc surtout le 29 et le 30 à observer en début de nuit. Puis de nuit en nuit, le 31, elle est au milieu des poissons. Le 1er septembre, elle est devant la constellation du Bélier. On va être obligé d'aller plus loin dans la nuit pour la voir se lever. Là, elle se lève à 22h, 22h03. Donc là maintenant, je me mets le 1er septembre à 23h30. Le 1er septembre, elle se lève à 22h03, voilà. Le 2 septembre, elle a avancé devant la constellation du Bélier, elle se lève à 23h13. Et là, on est le 3 septembre. Le 4 septembre, on va y aller dans la nuit du 3 au 4 septembre, en fait, voilà. Là, il est 3h30 le 4 septembre, donc elle s'est levée à 23h13 le 30, et elle se couchera le 5. Elle est donc conjointe à Aldébaran du Taureau, qui se trouve ici. Voilà, que Stellarium, voilà, Aldébaran du Taureau, elle est en demi-quartier, et elle est juste à gauche des Pléiades, donc la veille, elle va être, je reviens la veille, nuit du 2 au 3 septembre. Elle est à droite des Pléiades, elle arrive sur les Pléiades. Elle va occulter d'ailleurs les Pléiades pour le nord de la Russie, je crois, donc conjointe aux Pléiades. Et nous avons ici aussi Uranus. Uranus, donc la Lune va être simultanément le, la nuit du 3 au 4. On va avoir les Pléiades, la Lune, Uranus et Aldébaran ici, voilà, pour le tableau. Donc là, il est 0h30, vous voyez, Capella du Cocher qui remonte très brillante. C'est l'étoile qu'on remarquera à gauche de la Lune, bien sûr, la Lune qui, encore en quartier, brille fort. Mais donc en début de nuit, elle se lève de plus en plus tard, donc aux alentours de, vers, avant qu'elle se lève, et quand il fait déjà assez nuit, et que euh, Neptune, enfin si vous voulez observer Neptune, Saturne sera bien visible très facilement, et puis Neptune, bah, il faut quand même qu'elle soit levée depuis au moins 2 3 heures pour être suffisamment haute. Il faut qu'il n'y ait pas encore la Lune, donc ce sera plutôt bien sûr confortable la semaine prochaine pour observer les planètes Uranus et Neptune qui sont visibles seulement au télescope. Voilà pour ce petit tour avec Stellarium. On va faire un petit peu l'actualité astronomique, astronautique et spatiale avec ma petite revue de presse que j'ai faite exprès pour vous, bien entendu, et quelques photos si le temps me permet encore. Sinon, vous retrouverez tout ce que j'ai pas le temps de vous dire, vous le retrouvez dans l'article, dont le lien est dans la description de la vidéo. Alors, c'est parti pour la revue de presse. Je peux partager l'écran et je vous prépare ça pour l'instant et je vous montrerai les photos. Ben, tiens, on va commencer par ça. Ça tombe bien. Puisque le 24, alors je partage l'écran, comme j'ai dit. Le 24 août, c'était le 20e anniversaire du déclassement de Pluton de son rang de planète. Elle est donc entrée
acquis le statut de planète naine. Elle est quand même l'archétype, en tout cas, des planètes naines, hein, et avec sous son numéro 3 340, 360, 349, donc je ne sais plus. Elle a un numéro à 6 chiffres. Et vous retrouvez tout ça bien sûr dans l'article. Donc cette photo de Pluton est prise par certainement la sonde New Horizon. C'était pas relaté dans la source de l'image que j'ai, mais c'est bien Pluton et c'est bien les images de la sonde New Horizon qui a visité, qui a survolé Pluton le 14 juillet 2015 et qui a continué ensuite son exploration des mondes au-delà dans le système solaire. Et donc voilà, image de Pluton dont on se rappelle qu'elle a été découverte en 1930, considérée comme la neuvième planète, puis rétrocédée, enfin dis moins, dans un système solaire qu'on a réorganisé en raison du nombre de plus en plus croissant de petits corps qu'on y découvrait. On a mis Pluton comme archétype des planètes naines, avec Cérès de la première ceinture d'astéroïdes, l'astéroïde numéro 1. On l'appelle aussi planète naine. Voilà. Alors, nouvelles, les news. À part ça, au niveau des stations spatiales, vous avez entendu parler très certainement des sorties extravéhiculaires de Sophie Adenau, qui en a déjà accompli deux et s'apprête à en faire une troisième le 1er septembre, avec bon, ben, certains gags, genre, bah, vous le faites peut-être aussi chez vous pour certains bricolages, mais ça, c'est à la brosse à dents, voilà, elle a nettoyé des composants qui devaient être nettoyés. Bon, voilà les gags du spatial. Donc, vous pourrez suivre en direct sa troisième sortie extravéhiculaire. Il y a un lien du CNES. Voilà, j'essaie de vous sélectionner les meilleurs articles. Ensuite, on se rend compte que les stations spatiales où on voulait éliminer un maximum de bactéries, bah, vaudrait mieux qu'il y en ait plus, parce que les seules qu'il y a, c'est les bactéries humaines. Et il vaudrait mieux un truc un peu plus équilibré en bactéries terrestres pour la santé des astronautes. Voilà. Ce qu'on est en train de découvrir, c'était peut-être pas une expérience programmée, mais elle nous donne une leçon d'équilibre. Il y a une petite histoire enfin, un article d'histoire sur les trois stations spatiales de l'URSS, bien sûr présenté comme scientifique, avec tout ce qu'ils ont fait en secret, mais il n'y a pas que, ça a toujours été comme ça dans le spatial. Bien sûr, des parties secrètes, chacun essayant de se défendre de son ennemi présumé. Alors, au niveau de la Lune, pour ce qui est de la Lune, il y avait une mission chinoise importante qui devait décoller ces derniers jours et qui a été reportée, cause météo, enfin trop gros risque météo à cause d'une tempête en haute altitude, les Chinois ne voulant pas bousiller leur potentiel. L'ennui, c'est que bien sûr, il faut attendre très longtemps une nouvelle configuration, donc nouvelle fenêtre de tir qui convienne pour cette mission spéciale qui doit aller au pôle sud de la Lune et enfin, et étudier, rechercher encore sur l'eau et l'accès à l'eau sur la Lune. À part ça, on est en train d'inventer un petit chauffage nucléaire pour permettre aux instruments de survivre aux nuits glaciales sur la Lune. On reparle aussi des microbes justement issus du passé terrestre qui pourraient être conservés dans la glace des pôles lunaires. Et on se dit maintenant, ah mince, les missions habitées, elles ont déjà embarqué des microbes terrestres. Bah oui, puis en fait, ils peuvent peut-être bien subsister sur la Lune. Donc ça implique euh, des conditions pour les futures missions habitées. Au moins, on le sait maintenant qu'on on passe pas sans laisser de traces. Alors, Mars, maintenant, on reparle d'une sonde de 1999 qui s'appelait Mars Climate Orbiter, donc qui était destinée à étudier le climat de Mars, qui est tombée, quand sa mise en orbite a été loupée parce qu'elle est tombée trop bas. Et en fait, c'était dû, alors l'erreur énorme et stupide, que les deux partenaires principaux de ce programme, l'un comptait en système métrique et l'autre en système anglais. Et ben voilà, ils se sont pas vraiment rendus compte tout au cours du voyage qu'il y avait ce, qu'ils n'avaient pas les mêmes unités de mesure
Et seulement, ils s'en sont rendus compte que quand et la sonde a plongé trop bas par rapport à l'altitude qu'il fallait qu'elle ait sur Mars pour rester en orbite. Voilà, alors maintenant ils font un peu plus attention, ça a été une leçon dans le monde du spatial. Le Japon qui lance une mission vers Mars aussi pour étudier les lunes de Mars. Voilà, donc lancement d'une mission par la JAXA, donc Agence spatiale du Japon, pour étudier les lunes de Mars. Au niveau des entreprises spatiales, bah, cette semaine, on est gratiné. Nous allons avoir un lancement de Ariane 6 qui fera sa huitième mission commerciale et qui se mettra en orbite géostationnaire pour la première fois de sa carrière, parce que Ariane 5 l'a fait plein de fois, mais pour Ariane 6, ce sera la première. Elle lance donc un satellite européen MTG-12 qui veut pour révolutionner la surveillance météo. C'est une obsession. Surveiller les déclenchements d'événements un peu des événements un peu cataclysmiques et rapides et brutaux. Si on arrêtait d'en provoquer, il y en aurait moins. Il faut quand même prendre en mesure tout ce que fait la géo-ingénierie depuis des décennies. Et quand on voit tous ces programmes pour surveiller la météo alors qu'on est en train de provoquer des catastrophes, là, on peut parler des stations russes, enfin soviétiques plutôt, des années 80-90, hein. On fait pareil. Donc ensuite, il y a l'autre grande nouvelle, c'est que SpaceX annonce sa future méga base en Louisiane. Bah oui, parce que évidemment, pour faire un lancement par jour au moins, il va falloir une base qui encaisse tous ces lancements. Une immense Starbase en Louisiane qui va coûter 100 milliards de dollars. Et donc aussi que les acteurs majeurs de l'industrie spatiale et de la défense ont rendez-vous à Bordeaux début octobre. Et aussi que la société ArcSpace lève plus de 10 millions, 2 millions d'euros pour faire passer les satellites du jetable au réparable. C'est une société qui vous propose d'aller réparer vos satellites directement en orbite avec des systèmes de laser. Bon, il y a des contraintes techniques, on peut liser l'article. Donc cette semaine, deux lancements spatiaux importants. Bien entendu, il y en a tous les jours, ou presque, et il y a des lancements de Starlink au moins deux par semaine, hein, je rappelle. Vous pouvez suivre ça sur le calendrier ufotinique, dont le lien est dans l'article, là, dans mon résumé, j'enlève les liens, mais... Donc la fusée Ariane 6, donc, qui sera lancée jeudi 27 août à 20h10 depuis Kourou en Guyane, et une fusée Falcon Heavy de SpaceX qui lancera la mission du télescope spatial Nancy Grace Roman le 30 août à 11h26 UTC, soit 13h26 chez nous. Ce grand télescope Nancy Grace Roman, qui est prêt plus tôt que prévu, voilà quelque chose d'assez exceptionnel aussi dans le monde du spatial. Donc il vient d'arriver au hangar de SpaceX. Il va décoller pour explorer l'univers sombre. Et voilà, c'est qu'on veut en savoir plus sur les exoplanètes et sur la matière noire. Voilà son objectif. Il sera comme Hubble, mais avec un champ infiniment plus grand. Donc ça va donner beaucoup plus à voir donc, pour les objectifs de ce télescope spatial. Quant au télescope spatial Swift, celui-là que la NASA a voulu sauver, parce qu'il a quand même fonctionné beaucoup plus longtemps que prévu. Il était prévu pour 2 ans et il a fonctionné 20 ans. Mais là, il tombe irrémédiablement vers la Terre. Et une mission a été organisée pour le sauver, mais c'est la mission de sauvetage qui s'est plantée. Donc tout a viré au cauchemar et c'est à l'eau, c'est le cas de le dire. Ça va nous retomber dessus en miettes, espérons. Alors, toujours au niveau de la recherche, hein, suite aux observations du James Webb Telescope, ces petits points rouges qui interpellent beaucoup les astrophysiciens. Donc, on peut lève le voile sur leur véritable nature. C'est un petit peu ambitieux, disons que soulève de nouvelles questions. Rien, il n'y a pas voilà, de nouvelles questions, de nouvelles hypothèses sur pourquoi ils existent. C'est lié au trou noir. Ça fait gamberger les cosmologistes, les astrophysiciens et les cosmologistes. Et puis aussi un étrange rayon gamma qui bouscule les connaissances sur les trous noirs. Donc vous avez tous ces articles en lien dans la vidéo.
On finit avec quelques jolies photos. Hein, peut-être on va commencer par la Lune. On va commencer par la Lune. Donc ça, c'est le lever de soleil sur la Lune le 3 septembre. Alors, Aristillus et Autolycus, ils sont là, à, à l'est de la mer des pluies, Mare Umbrium, c'est la mer des pluies, comme umbrella en anglais. Voilà, donc profitez-en pour découvrir un peu la géographie lunaire. Et puis, plus tôt dans la période, le 30 août, donc à 22 heures, là, c'est là qu'on peut voir les cratères Atlas et Hercule à sa gauche sur lesquels le soleil se couche. Donc quand vous regardez dans un instrument, dans un télescope, ça renverse l'image. Pas la lunette, mais le télescope, oui. Donc au télescope, vous aurez tout renversé. C'était l'atlas virtuel de la Lune qui permet ces visions. Alors maintenant, les photos, les photos, les photos. Une nova dans le Sagittaire, donc voilà, une nova, c'est nouveau. Explosion, donc ou plutôt implosion, d'une étoile de taille modeste en fin de vie. Ça fait une nova, donc une nouvelle étoile qui s'allume. Voilà, on voyait rien, et tout d'un coup, on voit un astre brillant quelque part. Oh, en l'occurrence, dans le Sagittaire. Oh, une jolie mosaïque de l'éclipse de soleil à Toulouse, parfaitement imagée, avec le croissant de soleil qui commence à être grignoté, le maximum de ce qu'on avait à Toulouse, donc un croissant de 2-3% maximum, et la Lune qui s'en va ensuite et qui dégage un croissant de soleil. Une comète 220P McNaught qui était de, à- de magnitude abordable et qui a été bien photographiée. Il y en a aussi une autre de magnitude 7-8 maintenant, Temple One. Et là, c'est 220P McNaught. Donc, pour les astrophotographes, il y a de l'intérêt. Puis, c'est toujours tellement beau, les photos de comètes, que quand il y en a, je les partage. Le lever de la Lune qui s'apprête à être pleine. Mais ça, c'était ce matin en Amérique. Je crois bien que c'est en Amérique, oui. Et donc, il n'y a pas longtemps chez nous. La Lune est presque pleine et la nuit prochaine, elle va être éclipsée. Et ça, c'est une autre photo de la même comète McNaught. 3 jours plus tard, sa queue s'allonge. Voilà. Et une petite nébuleuse en émission, c'est la nébuleuse de la trompe d'éléphant qui se trouve dans Céphée. Donc nous allons nous quitter sur cette belle image d'une nébuleuse en émission IC 1396 qui se trouve donc accessible à nos instruments dans la constellation de Céphée, une des constellations circumpolaires donc qui ne se couche jamais, donc toujours dans le ciel de nos latitudes. Voilà, très chers amis, ben, je reste avec cette belle image pour vous saluer, vous dire merci de votre attention. J'en ai profité, j'avais le temps aujourd'hui, c'est un peu plus long que d'habitude. Merci beaucoup de suivre ce bulletin astronomique. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi également, pour la suite des aventures de l'almanach des Fées Célestes. Ciao, portez-vous bien, bon ciel.